Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous faire un état des lieux, évidemment succinct, faute de temps, sur l'alimentation et santé, qui est un bien large champ. En effet, parce que c'est un concept ancestral, puisque 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate, qui est le père de la médecine, le clamait déjà. À travers notamment sa fameuse et célèbre citation que ton alimentation soit ta seule médecine ou ta première médecine. Bien d'autres citations, l'homme doit harmoniser l'esprit et le corps, c'est la nature qui guérit le malade, mais en fait ce qu'on peut en conclure, c'est pour se maintenir en bonne santé, il faut garder une connexion entre le corps, l'esprit et la nature. Donc ça c'est clair. Donc on peut se demander c'est quoi la santé au juste. Donc là on va revenir à la définition très simple de l'OMS. Donc c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est vraiment un aspect global qui tient compte du bien-être physique, mental et social. Et ce qui est clair aujourd'hui, il y a des milliers d'études qui le montrent, c'est que notre alimentation y contribue de façon importante. Alors, pourquoi nous mangeons juste? Donc, notre alimentation, les aliments qu'on ingère vont nous apporter essentiellement des macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines, mais également des micronutriments comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Donc, on va manger, on va digérer les aliments très peu au niveau de l'estomac, mais essentiellement au niveau de l'intestin. C'est là où l'absorption des nutriments issus de notre alimentation, ça va être absorbé vers le sang. Donc les nutriments, essentiellement le glucose à partir des glucides, les acides gras à partir des lipides, les acides aminés à partir des protéines. Donc tous ces nutriments vont être acheminés par le sang vers toutes les cellules de notre organisme. Donc ils vont rentrer dans les cellules et chaque catégorie de nutriments va emprunter des voies métaboliques. C'est des voies cataboliques qui vont dégrader ces nutriments. Et donc, les différentes voies métaboliques vont toutes donner naissance à une molécule finale qui est l'acétyl-CoA. C'est cette molécule qui va être capable de rentrer dans notre usine énergétique ou centrale énergétique de la cellule qui est la mitochondrie, pour se transformer en ATP, qui est la molécule énergétique par excellence, qui va permettre de couvrir les besoins énergétiques de notre organisme. C'est la première fonction de la nutrition. Cet ATP va fournir de l'énergie également pour toutes les voies anaboliques qui permettent de construire de nouvelles molécules, les ADN, les protéines, ce qui permet à l'organisme de renouveler les cellules de la peau, faire pousser les ongles, les cheveux et tout ça. Et donc c'est la deuxième fonction principale de la nutrition qui est donc la fonction structurale. Donc une fois qu'on a vu cette base-là, on peut se poser la question sur ce que c'est que les besoins nutritionnels. Donc, ça peut être défini de façon très simple comme la quantité minimale d'un nutriment qui doit être régulièrement ingéré pour assurer une nutrition adéquate d'un individu bien portant dont la santé se maintient. Donc, les besoins nutritionnels sont définis pour toute une catégorie d'éléments comme vous le voyez ici en termes d'énergie. Donc, ce sont les macronutriments qui vont couvrir ces besoins. Des besoins en azote apportés par les protéines, en acides aminés indispensables, on va revenir tout de suite sur cette notion, notamment 9 acides aminés sur les 20, ils sont indispensables, c'est-à-dire le corps ne peut pas les fabriquer, donc ça c'est apporté exclusivement par les nutriments. Les besoins en acides gras polyinsaturés, les fameux oméga 3, oméga 6, en vitamines, en minéraux. Alors, juste pour revenir à cette notion d'essentiel et d'indispensable, un nutriment essentiel est un nutriment nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme vivant. Donc il va remplir une fonction obligatoire et fondamentale dans l'organisme. On ne peut pas s'en passer. Ces nutriments peuvent être en plus indispensables. Ça veut dire que l'organisme ne pourra pas en fabriquer ou en fabrique en toute petite quantité qui n'est pas suffisante pour couvrir
nos besoins en ces nutriments. Donc ça veut dire que pour les nutriments indispensables, il faut qu'on veille à les apporter par notre alimentation, parce qu'on ne peut pas en fabriquer ou on ne peut pas en fabriquer suffisamment. Donc ça c'est pour vraiment mettre en place les bases. Et donc ça nous amène à la notion de l'équilibre nutritionnel. Donc on a vu les besoins. Alors l'équilibre nutritionnel, c'est l'équilibre entre les différents macronutriments dans l'apport énergétique, c'est-à-dire les apports alimentaires doivent nous apporter les macronutriments, les 3 catégories qu'on a vues, avec un certain équilibre. D'accord ? Donc cet équilibre doit permettre la couverture des besoins en nutriments indispensables, c'est ce qu'on vient de dire, ça c'est vraiment fondamental. En plus, donc normalement notre alimentation doit nous apporter donc les nutriments nécessaires à couvrir nos besoins énergétiques, notamment la dépense énergétique de notre organisme. Tout ce qui n'est pas dépensé va aller dans les compartiments de réserve, c'est essentiellement des réserves lipidiques dont il s'agit là. Les réserves glucidiques sont négligeables. Donc une notion d'équilibre, ça veut dire qu'on apporte à notre organisme ce qui suffit pour notre dépense, et qu'on est en équilibre, on a une homéostasie nutritionnelle, un équilibre nutritionnel et un équilibre pondéral. C'est-à-dire notre poids aussi va rester en équilibre. Donc cet équilibre nutritionnel doit correspondre au moindre risque sur notre santé également. Ça, c'est une condition fondamentale. Ça veut dire que cet équilibre nutritionnel doit nous éviter de développer des problèmes comme le surpoids, les désordres métaboliques, des maladies chroniques non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, et on en parlera un petit peu plus loin. Alors, donc, pour finir sur ces notions de besoin, donc on a besoin de macronutriments comme on a dit. C'est pour définir un peu les différentes catégories pour que ça soit très clair. Donc les aliments glucidiques d'abord. Il y a 3 catégories. Donc la catégorie, donc la meilleure catégorie qui est au top, qu'on doit consommer sans modération, ce sont les fruits et légumes. Très riches en fibres, en fameux antioxydants. C'est vraiment énormément d'études montrent que la consommation en grande quantité de fruits et légumes protège contre le développement d'un grand nombre de pathologies. Deuxième catégorie, ce sont les céréales, de préférence semi-complètes ou complètes. Et la catégorie qu'il faut limiter un maximum, c'est les produits sucrés. Les aliments protéiques doivent nous apporter des protéines. Ça peut être des protéines d'origine végétale, essentiellement les légumineuses, et les protéines d'origine animale. Il faut juste dire que les protéines d'origine animale ont une meilleure qualité nutritionnelle par rapport aux apports en acides aminés essentiels. D'accord ? Les protéines végétales en apportent aussi, mais là on est obligé de mettre en place une plus grande variété pour être sûr d'avoir tous les acides aminés essentiels. Les aliments lipidiques. Alors, donc là, on peut citer 2 grandes catégories. Donc les bonnes graisses, ce sont les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, apportées, c'est les fameux oméga 3 notamment, qui sont dans cette catégorie. Par les poissons gras, notamment les petits pour éviter les problèmes de pollution, les sardines, les maquereaux, les thons et les saumons sont intéressants, mais pour des problèmes de pollution, donc il vaut mieux limiter leur consommation. Et puis également, on trouve ces graisses dans, par exemple, les avocats, dans les fruits à coque, les plein de graines comme les graines de lin, l'huile d'olive, etc., etc. Les graisses saturées, c'est celles qu'on trouve souvent sous forme cachée. Évidemment, elles sont essentielles pour la santé, les graisses saturées. C'est l'excès qui n'est pas bon. Et donc, si souvent c'est caché, donc on en tient moins compte dans notre rapport quotidien. On en trouve essentiellement dans les viennoiseries et puis également dans les charcuteries. Alors voilà donc les 3 catégories de macronutriments très importants. Donc l'alimentation a un impact certain sur l'homéostasie intérieure et pour cause, tout ce qu'on mettant dans notre assiette va nourrir directement nos cellules, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc c'est très important de faire attention à la qualité de notre nutrition, ce qui nous permet de maintenir l'état de bonne santé. Alors la qualité, évidemment, c'est très compliqué de donner une définition très précise. On comprend intuitivement ce que c'est, mais on ne peut pas la définir parce que en fait ça comporte beaucoup de composantes, de la qualité nutritionnelle, organoleptique, sanitaire, hygiénique, etc. Donc à partir de là, on peut considérer que les déséquilibres nutritionnels, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, entraînent l'apparition de troubles fonctionnels d'ordre métabolique, hormonaux, etc. Alors, je suis partie des questions qui ont été posées justement, où en étant des habitudes alimentaires et de leur évolution récente. Alors, récente à l'échelle de l'humanité, certes, mais les changements de mode de vie datent d'il y a quand même quelques dizaines d'années. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Que donc, par rapport aux régimes alimentaires traditionnels de nos ancêtres, l'alimentation était très fortement riche en fibres. Il y avait très peu de produits d'origine animale et une faible teneur en lipides. Avec l'évolution des modes de vie, notamment dans les pays développés, non seulement on a une sédentarité qui n'a cessé d'augmenter, mais en plus le développement de l'industrie agroalimentaire a fait que l'alimentation actuelle est très riche en sucre, gras et sel, donc très calorique, très pauvre en fibres, voire très pauvre en fibres. Et c'est une alimentation souvent transformée, voire ultra transformée, ce qui pose vraiment un réel problème sur la santé. Donc ça concerne donc l'évolution. En effet, donc le développement très important de l'industrie agroalimentaire a fortement contribué au déséquilibre qualitatif de notre alimentation, notamment des équilibres nutritionnels par rapport à l'équilibre des macronutriments dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un maximum de glucides, mais les bons glucides, les lipides et les protéines. Donc le développement de l'industrie agroalimentaire a fait que on nous propose de plus en plus de produits, notamment justement des produits, on parle même plus d'aliments parce que c'est des produits souvent très transformés, très riches en sucre, notamment le sucre ajouté, raffiné, et puis également très riches en acides gras saturés et voilà, comme on a dit tout à l'heure, des produits transformés, voire ultra transformés, ce qui a fortement altéré la qualité nutritionnelle de notre alimentation. Alors, il y a eu également de grosses dérives concernant la qualité hygiénique et sanitaire des aliments, puisque, comme vous le savez tous, il y a énormément d'additifs dans l'alimentation issue de l'industrie agroalimentaire, avec la présence d'un grand nombre de conservateurs, de colorants, de stabilisants, d'agents texturants, etc. Le dioxyde de titane, puisqu'il y a eu une annonce juste hier, comme quoi ça va, donc la décision a été prise pour l'interdire à partir de janvier 2020, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a un effet cancérigène. Donc, il est étiqueté sous forme, sous l'appellation E171, TI002. Il existe aussi dans la cosméto avec cette appellation. Donc évidemment tout ça on trouve dans ces aliments. Il y a également le problème des résidus de pesticides, de bisphénol A qu'on trouvait jusqu'à janvier 2015, puisqu'il a été interdit pour tous les contenants alimentaires. On les trouvait largement dans les conserves et les canettes, également dans les tickets de caisse. Et puis les EA, la dioxine, etc., etc. Donc une réelle altération de la qualité hygiénique et sanitaire des aliments. Ah, donc toutes ces dérives nutritionnelles, hygiéniques et sanitaires ont contribué à un déséquilibre complet de notre alimentation. Et en fait, on assiste à un excès d'apport lié à l'alimentation par rapport aux dépenses. Donc, puisque effectivement les changements de mode de vie ont augmenté la sédentarité, donc le déséquilibre nutritionnel plus tous les contaminants chimiques, il y a énormément d'études qui montrent des effets néfastes de ces contaminants, de cette pollution chimique sur la santé. Et tout ça, ça a largement contribué à la prévalence d'un très grand nombre de pathologies, notamment dans les pays développés. En tête, on trouve évidemment l'obésité, qui
Donc là, j'ai pris quelques chiffres de l'OMS. Donc à l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité, comme vous le voyez, a triplé depuis 1975. On a presque 2 milliards d'adultes sont en surpoids, dont 650 millions sont obèses. C'est à peu près 13% de la population. Et c'est un fléau aussi qui touche beaucoup les enfants, les adolescents. Voilà, donc concernant l'obésité qui est vraiment une pathologie inflammatoire d'origine nutritionnelle, et ça, les études qui le montrent se comptent par milliers aujourd'hui. Il y a également d'autres pathologies. Effectivement, l'obésité est un facteur de risque majeur pour développer d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires, qui sont donc la première cause de mortalité dans le monde encore aujourd'hui. 30% des mortalités sont dues à des maladies cardiovasculaires, et d'ici 2030, plus de 23 millions de personnes mourront par maladie cardiovasculaire. D'autres pathologies, là également liées au déséquilibre et surtout à la contamination chimique de notre alimentation, ce sont les cancers qui représentent la deuxième mortalité dans le monde, avec 8,8 millions de morts au moins en 2015, et une autre pathologie dont la prévalence est qui est très répandue, notamment dans les pays développés, et qui a un lien très étroit avec l'obésité, qui est le diabète, notamment le diabète de type 2. Donc vous voyez tout un panel de pathologies qui présentent vraiment un réel problème de santé publique, qui sont dues au déséquilibre nutritionnel, hygiénique et sanitaire de l'alimentation. Alors, comment on arrive à ces certitudes du lien entre l'alimentation et la santé? C'est par trois types d'approches. Donc, les études épidémiologiques qui s'intéressent aux populations. Donc, on va regarder des indicateurs, faire des associations statistiques entre l'état de bonne santé ou la présence de maladies dans une population en rapport avec les habitudes alimentaires. Deuxième type d'approche, ce sont les études chez l'homme, avec notamment des études cliniques, où on va faire vraiment montrer la causalité entre les habitudes alimentaires et telle ou telle pathologie. Et en plus, on va pouvoir décortiquer les mécanismes d'action des molécules bioactives d'origine alimentaire en utilisant des modèles animaux, cellulaires, voilà, pour vraiment comprendre comment telle molécule issue de notre alimentation impacte le fonctionnement de nos cellules. Donc tout ça donne donc une quantité très importante de données qui sont analysées par des panels d'experts et donnent lieu à des rapports de synthèse, soit à l'échelle nationale par l'ANSES, l'agence nationale qui surveille tout ce qui est alimentation et santé, au niveau de l'Europe par l'EFSA, ou au niveau mondial par l'OMS ou par d'autres organisations. Et tout ça permet en fait de mettre en place des recommandations nutritionnelles qu'on va diffuser et auxquelles on va sensibiliser la population pour préserver la santé. Donc là, juste un exemple de rapport de synthèse qui a été très récemment publié dans la revue prestigieuse The Lancet, donc vous voyez en 2019. Donc cette synthèse s'appuie sur 187 études épidémiologiques prospectives et 58 essais cliniques. Et donc toute cette grande quantité de données a été analysée. Et là, je vous présente juste en fait le rapport qui a été établi entre, ici vous avez 3 panneaux qui montrent donc le rapport entre la consommation des fibres. Donc vous voyez ici une dose réponse, c'est-à-dire plus on augmente la consommation de fibres, et on va suivre en fait ici la mortalité, toutes causes confondues, la mortalité par maladie coronarienne, maladie cardiovasculaire, mortalité par diabète de type 2 et la mortalité par les cancers colorectaux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation négative entre, c'est-à-dire plus on consomme de fibres, moins on meurt tout court, toutes causes confondues, moins on meurt par maladie cardiovasculaire. On diminue également les morts par diabète de type 2 et pareil pour le cancer colorectal. Donc les fibres ont vraiment un effet protecteur. La même chose par rapport à la consommation de céréales, de grains complets.
Et vous voyez, la corrélation est très très claire. On diminue la mortalité par ces 3 pathologies et la mortalité toutes causes confondues en augmentant la consommation de grains complets. Et vous voyez en fait ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de plateau en fait. C'est-à-dire que la pente, elle continue. Plus on en mange, c'est-à-dire que voilà, donc on peut encore augmenter la consommation sans limite. Et je pense que ces 2 éléments, les fibres et les grains complets, sont retrouvés quasiment dans toutes les analyses récentes en tout cas. Alors là, je vais finir là-dessus. En fait, vu l'importance de la composante culturelle du régime alimentaire, en fait, je voudrais citer une étude, même si elle n'est pas très récente, c'est l'étude Monica, qui a été pilotée par l'OMS et qui a duré une bonne dizaine d'années. C'est une étude très large qui s'est réalisée dans 21 pays différents. Évidemment, il y a énormément de données issues de cette étude-là. Là, je vais vous montrer juste la mortalité par maladie cardiovasculaire, avec un gradient nord-sud allant de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Allemagne, la Belgique, etc. Donc, vous voyez qu'il y a réellement un gradient nord-sud en termes de mortalité par maladie cardiovasculaire, et il y a une association très claire par rapport aux habitudes alimentaires traditionnelles. Cette étude a remis en avant sur le devant de la scène le fameux régime méditerranéen, qui fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2003. Donc le régime méditerranéen, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est. Dans ce sens, plusieurs études ont montré que ce régime permet donc la diminution de la mortalité et de la morbidité par maladie cardiovasculaire, diminue le risque de développer ces pathologies, diminue le risque de maladies aussi dégénératives comme l'Alzheimer, Parkinson, ça améliore les chances de grossesse lors d'une fécondation assistée, etc., etc. Il y a vraiment un certain nombre d'études qui se sont intéressées à ce régime et l'effet sur la bonne santé est clairement établi. Alors voilà ce régime justement, et finalement il est assez cohérent avec toutes les études actuelles, à savoir ce qui est très important, c'est au niveau de la base, c'est évidemment en accord avec les recommandations nationales aussi, dans le cadre du plan national nutrition santé, le PNNS, c'est l'activité physique, donc évidemment un repos approprié. C'est très important. La convivialité, c'est très très important. Donc on a dit le bien-être social, donc il faut qu'on soit aussi avec les autres. Donc ça contribue à la bonne santé. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc en fait c'est un régime qui est bon pour soi, mais également pour la planète. Donc ça rejoint aussi le souci envers l'environnement. Donc c'est un régime qui respecte la biodiversité, la saisonnalité, la consommation de produits traditionnels locaux. Donc c'est le respect de l'environnement tout court, avec la recommandation d'activités culinaires, donc qui fait partie aussi du plaisir de manger. Alors évidemment à la base on trouve à volonté l'eau et les boissons non sucrées évidemment. Et très important, là on trouve les 2 catégories dont on vient de parler, là, c'est-à-dire la catégorie fruits et légumes. Ça il faut en consommer de façon importante, donc à tous les repas. Sous toutes les formes, varier les couleurs, les textures, cuit, cru, voilà. Et là, on retrouve toutes les céréales, évidemment, de préférence complet. Alors après, vous avez des aliments qu'il faut consommer tous les jours, avec évidemment des rations à respecter pour rester dans l'équilibre nutritionnel. Les fruits secs, les graines, c'est la catégorie dont on a parlé avec les graisses polyinsaturées et monoinsaturées qui sont excellentes pour la santé. Alors les herbes, évidemment, là c'est le côté aussi, donc la cuisine méditerranéenne, les épices. Ça permet aussi de diminuer la consommation de sel, le fait de rajouter les épices et les herbes aromatiques.
Et puis après, consommation hebdomadaire, c'est la catégorie des aliments protéiques, avec tout d'abord les viandes maigres, le poisson, les fruits de mer, et ensuite donc la consommation des viandes de rouge, évidemment avec modération. La pomme de terre, vous voyez, elle n'est pas dans la catégorie fruits et légumes parce que c'est très riche en féculents. Après digestion, ça donne beaucoup de sucre. Et à limiter les produits sucrés, évidemment dans le respect de la tradition, le verre de vin, donc consommation de vin modérée, donc il y a énormément d'études qui montrent qu'il y a un effet positif sur la santé. Et voilà, merci beaucoup.